Bienvenue au podcast Le Témiscamingue au féminin. L'Équinoxe, le Calax et le Centre de femmes démystifient ensemble le féminisme. Elles discutent des enjeux cruciaux qui touchent les femmes et brisent les tabous en parlant de leur réalité ici, dans notre région. Certains sujets peuvent être sensibles et déstabilisants. N'hésitez pas à demander du soutien. Bonne écoute! Hey, salut! Notre premier épisode, réalisez-vous, on a décidé de créer un podcast féminin au Témis, le tout premier. Puis en plus d'avoir monté le projet, on est les premières à l'animer quand même. Oh, moi, ça me rend toute fébrile d'être là avec vous autres pour animer ça. Oui, c'est vraiment cool. Oui, moi aussi, je suis contente. Mais nous, c'est qui nous? On est qui nous? Mais en fait, moi, je suis Émilie Breton, travailleuse au Calax du Témiscamingue, qui est le centre d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel. Puis moi, Nadia Rochelot, qui est la coordonnatrice de la maison d'hébergement L'Équinoxe, qui travaille en fait en violence conjugale avec les femmes et les enfants. Et moi, Jackie Bernard, qui est co-gestionnaire du Centre de femmes du Témiscamingue. C'est le fun, je suis contente, mais là, tu sais, on est nous trois ici. Pourquoi nous trois, nos trois organismes? Ben en fait, si on remonte, ça fait vraiment plusieurs années qu'on travaille ensemble, les groupes de femmes du Témiscamingue. Ça fait longtemps que le Centre de femmes puis la maison d'hébergement travaillent ensemble puisque nos organismes sont beaucoup plus vieux. Ça fait plus longtemps qu'on existe. On est un bébé organisme. Oui, c'est ça. Puis maintenant, avec le Calax, on fait toujours un grand partenariat, entre autres, 3 fois par année dans nos événements femmes. Tout au cours de l'année, c'est vraiment chouette. Oui, c'est ça. Il y a comme un beau travail d'équipe là, dans nos organismes. Même si on a chacun nos tâches, mais on se rencontre plusieurs fois dans l'année pour... Mais on a toutes le même but, tu sais, qui est l'égalité, qui est l'élimination de la violence faite aux femmes, tu sais. L'amélioration des conditions de vie des femmes aussi. Exactement. C'est ça. Donc, de là, notre côté podcast féministe. On s'en vient parler de nous et de nos femmes au Témiscamingue. C'est bien ça, hein? Oui. Fait que là, mettons, on a un gros sujet là, qu'on veut parler aujourd'hui. On va parler de femmes, on va parler d'agresseurs, on va parler de problématiques sociales aussi. Donc, ça peut peut-être choquer quelques gens, mais notre sujet, c'est quoi en fait? Là? On s'en vient discuter de quoi, là, nous, aujourd'hui? Là? Bien, on vient parler de contrôle coercitif, en fait, dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Okay. C'est quoi ça, les 12 jours? Les 12 jours, ça revient d'année en année. Il y en a qui vont avoir la référence avec le fameux ruban blanc. On était plusieurs années à le remettre. En fait, ça se passe du 25 novembre au 6 décembre de chaque année, où on fait de la prévention et de la sensibilisation pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Mm-hmm. Puis ça, le 12 jours, c'est pas juste ici au Témiscamingue, là, on s'entend. Là, c'est partout. Là. C'est partout à travers le monde. En fait... nous, au Québec, c'est du 25 novembre au 6 décembre, mais partout dans le monde, c'est du 25 novembre au 10 décembre. Eux, ils font les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe. Nous, ici, pan-canadien, en fait, pas juste au Québec, ça se termine le 6 décembre parce qu'on fait la commémoration de la tuerie de la Polytechnique qui a eu lieu en 89. On se rappelle que ça s'est passé à Montréal où 14 jeunes femmes ont perdu la vie parce qu'elles étaient des femmes. Ouais. Fait que c'est pour ça que pour nous, ça se termine à cette date anniversaire-là. OK. C'est un sujet qui est triste, mais justement, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on veut pas que ça se reproduise quand même. Donc là, Émilie, toi, en venant ici pour ce podcast-là, t'avais envie qu'on discute, démystifier un petit peu avec nous puis avec Nadia, c'est quoi la chose coercitive, tu sais, le contrôle coercitif? Bien, on voulait parler du contrôle coercitif, oui, mais juste avant, on avait le goût de faire un petit clin d'œil sur comment ça qu'on parle encore du féminisme en 2024. On se demande, tu sais, les gens sont comme, on parle encore de ça, c'est pas out, comment ça qu'on parle encore de ça, puis les gens ont comme l'espèce de référence de les femmes qui luttent, qui manifestent, qui brûlent leurs brassières, mais... C'est pas ça qu'on fait aujourd'hui, là. Non, puis ce qu'on veut dire, c'est qu'en 2024, c'est plus comme ça que ça se passe, c'est plus nécessaire d'être autant extrémiste, là, où est-ce qu'on part de femmes qui avaient aucun droit, là, qui étaient au même niveau que les esclaves et les enfants, qui ont eu à se battre pour des droits, mais aujourd'hui, on a encore on a des moyens à soutenir, puis à vouloir aller avoir l'égalité, en fait, c'est ça. On veut pas enlever rien à personne, on veut juste être égal. On veut rien enlever aux hommes. On veut aller pour l'égalité.
En fait, ce que moi je comprends, c'est que le féminisme d'aujourd'hui, ça se vit à travers des valeurs, ça se vit à travers des façons de vivre. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait les mêmes chances, les mêmes droits. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu comme ça que je le comprends, le féminisme en 2024. Puis, si c'est encore là, c'est parce que les luttes ne sont pas toutes gagnées et aussi parce que on n'a pas d'acquis. Tu sais, il y a des choses qu'on a l'impression, des batailles qu'on croit qui sont acquises, qui ne le sont pas nécessairement, puis qui sont bien, bien fragiles. Bien, vous pouvez me compléter si vous êtes d'accord avec moi, là, comme par exemple le droit à l'avortement, tu sais. On a l'impression que c'est quelque chose d'acquis, que le corps appartient aux femmes, tu sais, c'est leur propre corps, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mouvements pro-vie, tu sais, dans nos voisins, les États-Unis, où il y a des États où c'est encore condamné, où c'est interdit l'avortement. Puis où j'ai envie de dire que c'est remis, où c'était plus là, puis là, ils ont remis ça sur la table comme discussion, puis que ça a été accepté, là. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que il n'y a pas d'acquis, tu sais, que les droits obtenus sont encore fragiles. Oui, est-ce qu'on peut les perdre? C'est ça que c'est venu faire, là. Oui, c'est ce que ça a apporté, la lumière, de si c'est possible de les perdre. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui fait en sorte que on doit encore en parler aujourd'hui, tu sais. Puis j'ai envie de dire qu'on doit encore aussi en parler parce que ce que je vois, c'est la socialisation. Moi, j'ai envie, tu sais, que par l'éducation aussi qu'on transmet, tu parlais c'est une façon d'être, mais tu sais, c'est dans toute la socialisation, dans ce qui est transmis d'être une femme ou un homme, tu sais. Oui, dans l'éducation de notre société, effectivement, je suis d'accord avec toi. Fait que veux pas, ça va être quand même quelque chose qu'on va continuer de se battre. Il n'y a pas de date limite pour ça, le féminisme, là. C'est qu'il va toujours avoir un peu des enjeux qu'on va vouloir débattre puis qu'on va vouloir tenir notre bout, si on veut, pour que la femme garde ses acquis puis qu'elle puisse avoir un milieu de vie meilleur pour elle, puis s'aimer comme elle est, tu sais, qu'elle soit forte d'elle-même. Dire, tu sais, qu'on doit se battre, puis ça me tord le cœur, tu sais, de penser qu'on doit se battre pour avoir des droits. Oui, c'est ça. D'être juste. Mais c'est la réalité quand même, tu sais. Ouais, c'est dommage, mais c'est pour ça qu'on existe, parce qu'il y a un besoin dans la société d'avoir du soutien pour ces femmes-là, tu sais. Puis, tu sais, ça met aussi en lumière toutes les problématiques sociales, où les problématiques sociales de violence, elles sont genrées, tu sais. On sait que la majorité des agresseurs sont des hommes et la majorité des victimes sont des femmes encore à ce jour. Donc, ça montre aussi les inégalités dans le pouvoir entre les hommes et les femmes. Et ça, les problématiques sociales qui en sortent, c'est comme une espèce de, je demande guillemets, là, que personne voit, mais une espèce de preuve que on n'est pas considéré égal et qu'il y a encore des batailles au niveau des inégalités hommes-femmes qui sont à poursuivre, en fait, puis que c'est d'où l'importance de s'asseoir aujourd'hui puis d'en parler. Oui. Et d'où le lien on a le goût de parler du contrôle coercitif aujourd'hui. Oui. Voilà. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on n'entendait pas beaucoup dans les années antérieures, mais qui était quand même présent. C'est juste que maintenant, il y a des mots pour expliquer ce que c'est vraiment le contrôle coercitif, tu sais. Oui, ben en fait, le contrôle coercitif, si on entre un peu dans notre thème du jour, qu'est-ce que c'est, tu sais, comme ça a toujours existé. C'est pas quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant puis qui est un nouveau phénomène social, le contrôle coercitif. C'est pas ça. Le contrôle coercitif, en fait, c'est une nouvelle lunette dans le regard de la façon qu'on analyse la violence conjugale. En fait, c'est venu bonifier nos connaissances en violence conjugale, mais c'est venu mettre des mots, justement, comme Jackie disait, sur comment on explique ça, comment on explique l'invisible, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, c'est difficile, tu sais, c'est insinueux. » Comment on explique ça, la violence, comment ça se passe, cette dynamique-là. Mais c'est venu mettre des mots exactement sur l'invisible dans ces dynamiques-là. Parce que c'est pas quelque chose qui est clair comme la violence physique. Que, tu sais, on sait que ça va rester, on le voit, tu sais, il va y avoir des traces, peu importe. Ou la violence qui est verbale ou autre, mais justement, on peut-tu expliquer c'est quoi exactement ça, ce contrôle coercitif-là, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde qui veut savoir c'est quoi, là? Oui. Ben, en fait, le contrôle coercitif, c'est un sociologue américain, Evan Stark, lui, c'est un auteur et un chercheur qui a étudié longtemps avec les victimes de violences conjugales. Et c'est lui qui est venu déterminer un peu puis qui a mis les mots sur ce qu'il entendait des victimes. Fait que si on repart un peu à la base, bon, le contrôle, c'est quoi le contrôle? Ben, la définition, c'est un peu, ça se matérialise par le fait que l'auteur prive sa victime de ses droits
en lui dictant ses choix, puis en la privant de ses ressources. Fait que là, c'est là où on voit toute la privation, puis toute la privation des droits de liberté, les droits fondamentaux. Puis ça s'ajoute à ça un peu toutes des règles qui dirigent le comportement de la victime. Ça, c'est toute la partie contrôle. Tandis que la coercition, ça, c'est l'accumulation. L'accumulation des faits est invisible. Toutes les stratégies invisibles de l'auteur de violence sur sa victime. Fait que c'est ça que ça vient dire, le contrôle coercitif. Puis la façon qu'on le voit, c'est que, tu sais, avant la violence conjugale, c'est comme si on l'analysait comme des photos. Il est arrivé un épisode de violence, mettons, verbale. Ensuite, il est arrivé un épisode de violence physique. Un épisode de violence sexuelle. Fait que, tu sais, c'était comme des photos de moments, mais le contrôle coercitif, ce que ça fait, c'est que ça l'amène tout le continuum entre les deux, qui fait en sorte que là, la violence conjugale, on est capable de la regarder comme un film, au lieu de voir des photos isolées. C'est un peu comme une colle entre chaque... Oui. La colle entre ces actions-là qui font qu'il y a encore de la violence, même si c'est pas ces photos-là qu'on ressort. T'sais. Oui, puis ce film-là, il existait avant. C'est juste qu'on n'avait pas les mots qui nous permettaient de le quantifier puis qui nous permettaient d'identifier toutes ces stratégies-là. Et contrôle coercitif, c'est ce que ça a apporté de plus, dans le fond, dans notre façon de le voir, là. Puis de l'expliquer. De mettre des mots, puis d'être capable de l'expliquer. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, dans la compréhension de la violence conjugale? Bien, dans la compréhension, ce que ça apporte, c'est que ça permet d'enlever un peu le poids sur la victime dans les conséquences qu'elle vit. Tu sais, il y a toutes sortes de victimes, les femmes sont différentes, elles vivent pas les conséquences de la violence de la même façon. Fait que tu peux avoir une victime, je vais dire un peu plus typique, où elle vit énormément de conséquences, beaucoup de cauchemars, beaucoup de flashbacks, beaucoup de choses, versus une autre femme qui, elle, continue sa vie, qu'elle a une tolérance à la violence ou une résilience tellement différente que ça mettait un peu le focus sur comment la victime vit cette violence-là pour essayer de prouver qu'elle est vraiment victime. Tu sais, si on enlève en dehors de la violence physique, là, c'est très, très tangible et très apparent. Et ça met le focus sur l'auteur de violence dans toutes les stratégies de contrôle qu'il met. Fait que la preuve, on dirait que c'est comme si on changeait comme de barème? Ben de regard, tu sais, au lieu de toujours regarder la victime, maintenant on regarde l'auteur de violence dans les stratégies qu'il met en place pour contrôler. Puis c'est comme si un peu le contrôle coercitif, ça s'explique un peu comme une espèce de... On fait toujours un peu la comparaison avec une prise d'otage, où ce que chaque stratégie est un barreau de plus qui tient la personne en otage. Je vais donner un exemple, c'est une prise d'otage, quelqu'un qui rentre dans un magasin armé, qui dit « Couchez-vous tout à terre! » Là, tout le monde va se coucher. Il n'a pas tiré personne, il n'a pas blessé personne, la porte est encore ouverte, mais tout le monde reste à terre. Hein? Ouais, mais le contrôle coercitif, dans les stratégies, ça l'explique un peu pourquoi que la victime se moule à ce que l'auteur veut, puis qu'elle reste coincée là. Puis, elle sait que la porte n'est pas barrée puis qu'elle peut partir, mais elle se sent quand même coincée et prise en otage. Puis je trouve que ça l'explique aussi pourquoi même des femmes, après être parties, même des fois après des mois, des années, où est-ce qu'elles se sentent encore prisonnières, puis encore à exécuter des... où est-ce qu'il y a encore les conséquences, même s'ils sont séparés. Puis, Ben, parce qu'on se rappelle que se séparer ne veut pas dire que la violence, ça l'arrête. Parce que la violence post-séparation existe et elle est encore plus présente quand il y a des enfants. Fait que non, ça fait pas en sorte que la violence arrête, même que le moment de la séparation est le moment le plus dangereux pour les femmes. Tu sais, je disais justement aujourd'hui, ce matin à Émilie, qu'on était en date d'aujourd'hui rendu à la 13e femme décédée dans un contexte de violence, dans un contexte conjugal, ici au Québec seulement pour cette année. Oui, c'est ça. Et si vous regardez, allez lire les articles dans quel contexte ces femmes-là sont décédées, c'est souvent dans les moments de la séparation. Ouais. C'est là où est-ce que la reprise de contrôle, c'est le pouvoir, en fait, c'est le féminicide, on va se le dire que c'est l'acte extrême, le plus extrême de violence conjugale. Si t'es pas avec moi, t'es avec personne. Je ne permets pas de plus avoir le pouvoir, le contrôle de toi, donc je t'élimine. C'est un peu raide, là, mais c'est un peu ça, là. J'ai une petite question, parce qu'on parle de la victime, qui a peur de la conséquence au final, mais qu'est-ce que ça apporte à l'agresseur?
Pourquoi il utilise le contrôle coercitif? Qu'est-ce que ça va venir faire? Ben en fait, c'est que l'agresseur, c'est que l'auteur de violence, il y a beaucoup de gains à avoir un comportement comme ça. Tu sais, avec ses stratégies, ça fait en sorte que la victime répond toujours à ses besoins, à ce que lui souhaite toujours. Et il y a aussi une prise de contrôle puis une prise de pouvoir. Fait que c'est un peu ça qui est recherché dans l'auteur de violence. Oui. Ouais. Puis, est-ce que les enfants sont coincés dans cette dynamique-là. Ce que ça apporte aussi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le contrôle coercitif, c'est que avant, on considérait les enfants comme témoins de violence conjugale, comme s'ils étaient une peinture sur un mur qui regardait ça aller dans leur maison. Oui, puis on entendait souvent, ben ils étaient couchés, fait qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas vécu, c'est ça. Mais là, avec cette nouvelle lunette-là, ce qu'on voit, c'est que les enfants sont autant victimes de toutes ces stratégies-là. Fait que si la règle dans la maison, c'est la maison du silence, ben les enfants aussi se doivent d'être silencieux. Fait qu'ils sont pas une peinture sur le mur qui regardent, ils font partie de cette ambiance-là, de cette dynamique-là. Ils sont des co-victimes. Ils vivent le contrôle coercitif. Tout autant, d'une façon différente, mais ils le vivent quand même. Ouais. Puis sans nécessairement comprendre non plus ce que c'est puis que ça arrive. Parce que mais c'est qu'ils sont plus vulnérables. Tu sais, ils sont plus comme vulnérables à être contrôlés. Là. En fait, des enfants, tu sais, t'es prends tout petit, t'es plus... Mais en fait, c'est qu'ils ont... Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont objectivés. C'est qu'ils utilisent les enfants comme pour atteindre la victime. Fait qu'ils sont comme... Ils font partie des stratégies, donc on les utilise pour atteindre la maman. Fait que tu veux pas, si on t'utilise pour atteindre la maman, tu te fais manipuler puis tu vis toutes sortes de choses, tu sais, on va se le dire, là. Mais oui. Ouais. Mais tu sais, si je vous ramène un peu dans le détail du contrôle coercitif, dans comment on peut le décrire, c'est qu'il y a comme 3 manifestations, tu sais, qu'on est capable de quantifier, tu sais, que je disais tantôt. Il y a toute la partie de la privation des droits et des ressources. Il y a toute la surveillance puis la micro-régulation au quotidien. Tu sais, quand je vous parle des règles, tu sais, j'aimerais ça vous en parler un petit peu plus. Mais vas-y donc. Puis tout le contrôle puis les manifestations de violence, que là, c'est un peu plus les formes de violence telles qu'on les connaît. Fait que si je prends le premier, tu sais, qu'on peut quantifier, c'est toute la privation des droits puis des ressources. Fait que comment on prive l'autre de ses droits puis de ses ressources, puis comment on l'isole. Je vous donne des exemples. Dans le fond, ça peut être par la privation de sommeil. Je t'empêche de dormir jusqu'à temps que tu deviennes dysfonctionnel puis que tu n'arrives plus à réfléchir. Ça peut être contrôler la nourriture quand elle mange. Tu peux pas manger ça, tu peux pas manger ci, ça oui, ça non, quand, à quelle heure, de quelle façon. Hier, tu pouvais, mais aujourd'hui, tu peux plus. Oui, c'est ça. Dans la privation des droits fondamentaux. Fait que, tu sais, ça peut être je t'empêche de voir ta famille. Ça aussi, tu sais, la famille, c'est tes ressources, hein. Fait que ça peut être un des exemples aussi dans toute la privation des droits puis des ressources. Puis je donne souvent comme exemple, ce qu'on voit vraiment souvent, c'est que comme stratégie, on a le souper avec l'ami. T'as une femme, son ami l'invite à souper. Bon. Fait que, je suis invitée à souper chez Jackie, moi, ce soir. Fait que, monsieur, ouais, tu t'en vas chez Jackie. C'est bien plate. Je vais être toute seule. Ben, là, t'es-tu correct, tu sais? Je peux rester là? Non, vas-y, si tu veux y aller, vas-y. Ben, ouais, OK. Ben, je pense que je vais y aller, là, mais c'est ça. Vas-y. Le monsieur boude un peu. Bon, là, comment qu'elle se sent, cette femme-là? Elle se sent un peu mal, elle se sent un peu coupable, là, tu sais. Ben, je vais quand même y aller. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu Jackie. Va au souper chez Jackie. Pendant qu'elle est au souper, ding, à quelle heure tu reviens? Ding, de quoi vous parlez? Ding, qu'est-ce que vous faites? Ding, c'est donc ben long. Ding, c'est donc ben plate. Ding, 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 les messages textes qui pop. Là, elle en profite-tu, elle, de son souper chez Jackie? On n'en profite pas, puis on n'a pas tant de discussion sûrement non plus si la personne est toujours... On s'entend. Mais c'est ça. Puis là, finalement, Jackie, elle va pas bien. Fait que la femme revient super tard de son souper chez son ami parce que là, elle a voulu prendre soin de son ami. Oui. T'es arrivé donc ben tard. T'avais dit que tu reviendrais pas tard. C'est donc ben plate. J'ai une veillée de merde. J'ai rien fait de ma soirée, en tout cas. Puis les commentaires négatifs, je te boude, la tension pendant plusieurs jours. Est-ce qu'il lui a dit « Je veux pas que t'ailles souper chez ton ami? » Non. Non. Est-ce qu'il l'empêche d'y aller? Non. Est-ce que la prochaine fois qu'elle va avoir une invitation pour aller souper chez son ami?
est-ce qu'elle va y aller? Je crois pas, non. Non, parce que ça devient tellement compliqué. Ça devient... Il y a tellement de conséquences. Puis ça, c'en est un exemple typique qu'on voit souvent dans le... Et ensuite, elle dit, ben je vais jamais chez mes amis, je peux jamais les voir. Je t'ai jamais dit que tu pouvais pas y aller. Elle a fait, c'est vrai. Il m'a jamais interdit d'aller voir mes amis. Comment ça que j'y vais plus? Mais c'est parce qu'au final aussi, c'est que ça vient de porter une activité, on va appeler ça comme ça, qui aurait été supposée d'être chouette. Qui aurait, tu sais, je veux dire, là, même si tu viens me consoler parce que je fais le pas, mais au final, c'est que le négatif qui va en sortir. Puis le côté positif, il n'y en a plus, là. Parce que ça a été juste du négatif de sortir aller prendre un souper. Ça en est une stratégie d'isoler et de priver des ressources. Fait qu'on voit comme toute la stratégie en arrière, sans nécessairement... Il n'a pas crié, il l'a pas menacé. C'est ça que ça apporte le contrôle coercitif, de mettre en lumière ces stratégies-là. Puis, on parle aussi, tu sais, de la surveillance puis la micro-régulation au quotidien. Ça, c'est toutes les règles. Fait que, tu sais, la surveillance, qu'on voit beaucoup dans la surveillance continue, ça, c'est un des éléments qui est très, très, très présent en violence conjugale. C'est, on peut voir l'obligation d'avoir la localisation toujours ouverte en tout temps. Jamais pouvoir être toute seule, même pas pour prendre une douche, là. Monsieur est dans la chambre de bain pendant que madame prend sa douche, là. Ça peut être de se faire questionner à chaque fois qu'elle bouge dans la maison, ils sont assis au salon, elle se lève, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Sans arrêt, toujours questionner chaque mouvement, chaque déplacement. Tu sais, vous avez l'impression que j'exagère, mais c'est des exemples de vécu. Moi, là, quand tu me parles de ça, tu sais, c'est même par texto, là, où c'est tellement, on est... Par texto, l'obligation. T'es où, tu fais quoi, avec qui, oui. Tu sais, même au travail ou dans... Oui, ça, c'est de la surveillance. Puis dans le... ce que ça m'amène un peu au deuxième point, qui est les interrogatoires, qui fait aussi partie de la surveillance. Fait que ça fait un peu partie d'un exemple d'interrogatoire. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu parles de quoi? T'es avec qui? Avez-vous parlé de moi? Dans le... c'est ça, ça peut durer quelques minutes, comme que ça peut durer des jours. C'est ça, ça peut tout le temps revenir sur le tapis puis faire comme un moment donné. Puis ça peut durer des jours entiers dans le... Ça commence le soir... Tu dors pas de la nuit parce que monsieur pose des questions toute la nuit, tout le lendemain. La deuxième journée, ça peut durer pendant des jours jusqu'à temps que la réponse le satisfasse lui. Oui, c'est ça. Que tu es dans un état que lui désirait puis que tu la vas réponse répondre comme lui voulait la bonne réponse. C'est ça, mais il n'y en a pas de bonne de bonne réponse parce qu'aucune réponse est satisfaisante. Puis tu sais, j'ai entendu des victimes dire j'ai fini par dire n'importe quoi juste pour qu'il arrête. Puis après ça, vu que j'ai dit n'importe quoi, il faut que je vive avec mes réponses parce qu'après ça, si je dis que c'était pas vrai, ben là, je suis devenue une menteuse. Je suis menteuse parce que la fois de l'interrogatoire, tu me dis ça, puis finalement, c'était pas vrai. Fait que là, l'interrogatoire recommence, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Puis je t'entends, puis ce que ça me fait, c'est que ça crée... À un moment donné, la femme doit faire comme tu sais, créer l'isolement, de ne plus avoir envie d'aller à nulle part. Mais c'est exactement ça l'objectif. C'est d'arrêter de vivre, entre guillemets, dans le sens de dire, mais je suis mieux juste de plus aller à l'épicerie, parce que là, chaque fois que je vais à l'épicerie, tu sais, ça finit plus mon retour. C'est exactement ça. Puis dans la surveillance, on voit des chronométrer le lieu du travail jusqu'à la maison. Ça prend 10 minutes tapant. 11e minute, t'es pas arrivé. T'es où? Comment ça? Avec qui tu parles? Fait que, tu sais, la femme, si elle termine de travailler à 4h, ben à 4h10, il faut qu'elle soit chez elle parce que sinon, à 4h11, ça part. La machine part. Fait que, c'est de vivre constamment dans un stress, là. D'un sens, c'est risqué aussi pour cette personne-là qui se dépêche de se rendre à la maison. C'est ça, c'est tout ça, le contrôle et les stratégies, le continuum de violence puis de dynamique de violence que ces femmes-là vivent. Puis ce que ça me fait aussi, c'est la fatigue. Ils sont fatigués. Oh my God, je suis brûlée de juste avoir à réfléchir à tout ce que j'ai à respecter comme règle, puis que... Puis c'est ça, ça répondre, ça augmente la charge mentale encore. Mais ça l'amène à une espèce de brouillard, une espèce de fatigue mentale dans le... J'arrive même pas à réfléchir à ce que je vis, parce que je vis toujours des choses. C'est ça que ça l'apporte. Oui. Tous les impacts que ça va avoir. Puis pensez-vous, parce que là, on parle beaucoup texto, mettons, localisation, mais le fait que les réseaux sociaux actuellement, là, puis que la technologie est ce qu'elle est aujourd'hui, là,
ça l'amène c'est encore. pire. C'est T'sais, pire. on s'entend. Mais là. c'est un moyen de plus, en fait. De harcèlement. C'est un moyen de plus de surveillance puis de harcèlement. C'est un moyen de plus parce que là, en tout temps, C'est ça. t'as accès à la personne. Ouais, puis là, dans tes poches, tu sais, je veux dire, avant, si on revient à nos grands-parents, ben, si mon grand-père voulait savoir où était ma grand-mère à telle heure, ben, il fallait qu'il soit physiquement là, tu C'est sais. Mais là, on a des Facebook, on a, tu sais... Snapchat, si la quelqu'un SnapMap. nous- Ben ouais, si quelqu'un nous envoie un message, c'est ça. L'impression de devoir répondre. Oui. Tu sais, OK, mais suis tu devoir accessible. répondre là. Oui. Parce que là, ça t'a pris du temps à répondre. Ça... Après ça, c'est l'interrogatoire. Pourquoi? Comment ça que tu m'as pas répondu? Mhm. Qu'est-ce que tu faisais? Tu parlais avec qui? Tu parlais de quoi? Faut pas manquer de batterie. Non, mais c'est tu sais, ça, exactement. Puis, tu sais, ça amène toutes les espèces de règles qu'on dit depuis tantôt, tu sais, qui régulent un peu. Moi, je trouve que c'est un peu comme un conditionnement qui conditionne les femmes. Puis ces règles-là changent et elles sont aussi contradictoires. Fait que, tu sais, il y a des espèces de règles plus générales dans la maison doit toujours être propre. Ouais. Mais on va se le dire que la propreté, c'est différent d'une personne à l'autre. Fait que, tu sais, c'est comme général, mais ça laisse place à interprétation. Il y a aussi toutes les règles plus spécifiques qui sont claires, tu sais, comme que je disais, là, t'as 10 minutes pour venir du travail, si ça prend 11 minutes, ça fonctionne pas. Il y a toutes les règles implicites qui ont jamais été dites, mais que tu le sais, là. Fait que, tu sais, comme la maison doit toujours être en silence, tu sais, si tu fais du bruit, ben là, tu reçois des messages, des commentaires, tu fais non ben du bruit, tu me déranges, tu reçois moyen des d'avoir la choses, paix. pas moyen, c'est ça, ouais. Puis t'es dans le... Ça peut être aussi, t'as pas le droit d'avoir du plaisir si monsieur il est pas là, puis Ouais. t'as surtout pas le droit d'en avoir plus que lui. Fait que si t'es avec une amie puis t'as du plaisir, ben il va s'organiser pour gâcher ça. Si vous êtes en groupe puis que t'as plus de plaisir que lui, il va te passer un commentaire pour comme gâcher la soirée de la femme, là, en fait, là, de la victime. Il s'organise toujours pour qu'elle ait pas trop de fun, mettons. Tu sais, ça, c'est toutes des règles implicites. Il a jamais dit que t'avais pas le droit d'avoir de fun, là. Non. Mais avec comment ça se passe, ça donne le ton un peu. Action-réaction. Puis il y a des règles aussi qui sont découvertes seulement après avoir été enfreinte, tu sais, comme puis fait qu'ils sont méconnues. Exemple, t'as pas le droit de parler avec un collègue de travail garçon. Quand tu y parles puis que monsieur est là, ben là, tu te fais péter une coche. Ben là, tu savais pas, toi, que t'avais pas le droit de parler, tu sais. Tu sais, je trouve Tu que ça l'apprends revient quand ça un peu. arrive, tu sais. Tu sais, ça me fait un peu penser, ça n'a jamais été dit, mais juste le fait qu'il pète une coche fait que, OK, non, je vais pas reparler avec ce collègue-là. Je vais pas. C'est ça, parce que je Peut-être vais pas vivre des- reparler avec aucun gars non plus. Tu sais, il y a peut-être. C'est il y a ça, ça l'amène ça. Sans que ça n'ait jamais été dit. là. Ça devient difficile aussi pour le côté professionnel, parce Oui. que d'un sens, tu sais, tu choisis pas nécessairement tes collègues de travail, tes patrons et tout ça. Fait que si quelqu'un veut avoir une carrière puis qui est entouré d'hommes, à un moment donné, c'est quoi? Tu vas lâcher ton travail, tu vas Ça peut aller tu jusque vas là. perdre d'autonomie financière, tu vas Absolument. perdre, tu sais, ça va apporter autre chose, mais à un moment donné, Ça peut aller jusque-là. Puis, tu sais, quand je donnais un exemple, dans ces règles-là sont contradictoires. Tu sais, on voit des femmes qui réagissent, tu sais, over and over à une situation, puis on comprend pas pourquoi Ouais. ils réagissent autant, puis qu'ils sont autant désorganisés, puis puis là, on est, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Puis là, ils racontent la situation, puis tu fais, mais comment ça que tu te désorganises à ce point-là, juste pour ça? Mais je vais donner un exemple, que quelque chose pourrait amener ça. Une femme qui va à l'épicerie. Elle a une liste d'épicerie. Il y a la règle, c'est faut qu'elle est obligée d'acheter tout ce que monsieur a mis sur la liste d'épicerie. Ouais. Et l'autre règle, c'est tu peux pas dépenser plus que tel montant. Là, elle regarde la liste. C'est sûr qu'elle va buster. Là. ouais. Fait que là, il faut qu'elle fasse un choix. Soit qu'elle achète pas tout, soit qu'elle buste. Mais peu importe, il n'y en a pas de bonne réponse. Là. Fait que ça qu'au peut final- faire en sorte qu'elle se désorganise pour une liste d'épicerie. Là. Oui, ce qui est supposé être normal dans ta vie de tous les jours, Oui. de te nourrir, vient qu'au final, dans l'épicerie, tu vas paniquer. Parce que tu sais qu'en sortant d'ici, ça va être le chaos, là. Il va y avoir une Puis là- conséquence. Puis là, peu tout ce qu'on importe. va voir, c'est la femme désorganisée à l'épicerie pour une liste d'épicerie. Là. Puis, où est-ce qu'elle sait même pas, tu sais, qu'elle est prise dans ce brouillard-là, Non. puis elle-même, elle n'arrive pas à faire comme, je suis en train de me désorganiser parce que il y a ça. C'est ça. comme un brouillard Non, elle aussi, c'est qui est ça. là, là. Absolument. Puis le regard des autres qui sont externes, justement, comme tu dis, qui comprennent pas. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec elle? Tu vas me dire pourquoi elle est hystérique avec sa feuille d'épicerie? Fait que ça Qu'est-ce amène qu'elle beaucoup de a, jugement. toi? Ben Oui. oui. C'est ça. Ou l'isolement encore. tu sais. Et encore plus d'isolement. Mhm. Exactement. Ouais. Pas évident, quand même. Puis il y a comme tout aussi, ensuite, le troisième volet, c'est tout le contrôle puis les manifestations de violence, qui est un peu aussi toutes les formes de violence telles qu'on les connaît. Fait que là, vous voyez où ce que, tu sais, les formes de violence, c'est physique, verbale, psychologique,
sexuelle, économique, tu sais, celle qu'on connaît, spirituelle, en tout cas technologique, il y en a qui en disent plusieurs. Toutes ces formes-là viennent s'insérer là-dedans. Fait qu'en plus de vivre toutes ces règles-là, tout ce contrôle-là, ben il y a le cycle qui continue de tourner, puis elle continue de vivre des agressions au quotidien. Là. Fait que ça vient s'insérer là-dedans. Fait que tu sais, toutes les menaces, l'humiliation, l'intimidation, tout le harcèlement est quelque chose d'excessivement présent, violence conjugale. Ça c'est très, très présent. Tout le détournement cognitif. On entend, l'anglicisme est plus populaire, le gaslighting. Il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'en français c'est détournement cognitif. On dirait que c'est plus vite gaslight que détournement cognitif. Quand tu l'expliques, ça devient français, là. Oui, c'est ça. puis, tu peux-tu l'expliquer exactement c'est quoi? Ouais. Mettons, là, le détournement cognitif, là, c'est toutes les... je vais donner un exemple. Un exemple de détournement cognitif, c'est une femme qui a vécu un gros épisode de violence physique. Elle a un super de gros bleu et que le lendemain, monsieur dit « Ah ouais, t'as donc un gros bleu, qu'est-ce qui s'est passé? » Comme si ça n'avait jamais existé. Fait que là, ça crée l'espèce de doute de « Ben voyons donc, je suis folle, moi, j'ai vécu ça. » Mais c'est toutes les espèces de contradictions dans les paroles, là. Puis qui ça fait un peu... Ça l'amène tout le... T'exagères, il n'est jamais rien arrivé, tu t'imagines des problèmes. Fait que tu sais, ça, c'est un exemple vraiment concret de détournement cognitif. Puis ça, c'est hyper présent dans le... Je te dis quelque chose, après ça, je t'envoie le message contraire, puis je te dis une autre affaire, puis là, ça fait une espèce de mélange de doute et de... C'est comme une espèce de brainwash, là. Ouais, est-ce que là, elle fait plus confiance à rien, elle sait même plus... à son senti. C'est vrai ce que j'ai vécu, je tombe en bas de mon lit, parce que là, il me dit... C'est ça, je me suis cognée quelque part, puis tu sais, dans le tout, ça peut aller à un point où la victime se dit « Coudonc, moi, j'ai-tu fait des affaires, puis vécu des affaires que je me rappelle plus? » Tellement que c'est comme l'auteur de violence a l'air de plus connaître ce qui est arrivé qu'elle-même, puis ce qu'elle a vécu qu'elle-même, puis elle est comme... Ben voyons. De là, on manipule les souvenirs, au final, là, tu sais, oui, même, là. Tu manipules la pensée, puis l'espèce de... Tu vis quelque chose de gros, un gros épisode de violence, puis de faire comme si ça avait jamais existé. Reviens le lendemain de travailler, bon, ben, ça n'a jamais existé. Et c'est déroutant. Vraiment. Oui, puis on parle de cas extrêmes, mais où est-ce que ça peut se passer dans le quotidien? Oui, dans le quotidien aussi. Dans le... non, je t'ai jamais dit ça. Ben non, c'est pas comme ça, je t'avais dit ça. Puis j'ai jamais dans la question, tu sais, où est-ce que ça l'installe justement? Oui, exactement, dans le quotidien. Ben là, tu me dis telle chose. J'ai jamais parlé de ça. Aïe, je sais pas où est-ce que t'as pris ça. Fait que ça remet tout en question dans le... Ben c'est ça, tu sais plus, là, coudonc. Fait que tout le doute puis l'espèce de brouillard puis de flou, là, c'est quelque chose. Fait que les femmes viennent, qui savent, tu leur poses des questions, font comme je sais pas, je sais rien, je sais plus rien. Je sais pas, puis oui, est-ce que je me fais plus confiance non plus, tu sais, il y a comme cet espace-là aussi qui se passe pour les femmes. Oui, exactement. Ouais, fait que c'est ça. C'est beaucoup, hein? C'est gros quand même. C'est vraiment comme, si on le déconstruit, c'est ça. Puis, tu sais, si on regarde ça, on est capable de montrer toutes les stratégies que l'auteur de violence fait. On est capable de toutes les mettre en place. Puis ça nous permet aussi... En fait, ça nous permet, ce qu'on aimerait, c'est que ça nous amène dans la possibilité de pouvoir le criminaliser. Oui. Parce que qu'est-ce que ça pourrait apporter, ça, dans le fond, que ça soit criminalisé, là, les avantages? Les avantages. Ben, en fait, tu sais, ce que ça a apporté, le concept du contrôle coercitif, comme je vous dis, ça a apporté une nouvelle lunette. Je vous expliquais un peu c'est quoi ce que c'est, en fait. Mais ça permet de quantifier, de montrer, de mettre en lumière les stratégies, puis de les écrire et de les voir. Puis et en faisant ça, mais ça permet de pouvoir criminaliser et de passer une loi. Parce qu'avant, la violence psychologique, ben c'est difficile à prouver, on sait pas comment prouver ça, mais là, ça va nous permettre de le faire. Ça vient tout reconnaître, tout l'impact chez la victime. C'est ça, puis tout le continuum qui continue on est capable de faire le film de ce que la personne vit. C'est pas juste arrivé une fois quand on était au chalet. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est pas juste un bras cassé, par exemple, il y a 2 ans, et finalement un bleu. Non, c'est ça, c'est pas ça. Puis tu sais, on va se dire que c'est pas dans toutes les relations de violence conjugale qu'il y en a de la violence physique.
Puis ça me fait penser, là, juste une petite fenêtre, là, dans les féminicides, la majorité des féminicides que les femmes sont décédées en contexte de violence conjugale, il n'y avait jamais eu de présence de violence physique. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment... Ouais, c'est ça. Fait que c'était impressionnant de savoir ça. Comment le détecter. Oui, puis la violence physique, c'est ça, c'est comme une coche de plus dans le contrôle, de faire comme, OK, tout ce que j'ai installé ne fonctionne pas, fait que je vais rajouter une coche de plus dans... C'est ça. Mais ça veut pas dire que c'est présent. Fait que ça fait en sorte que toutes les victimes de violences conjugales, s'ils n'ont pas vécu d'actes criminels, qui souvent qui est dans le harcèlement puis la violence physique, ben tout le reste, on n'est pas capable de... Il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de lumière. Non, il n'y a rien qu'on peut faire pour protéger ces femmes-là, mais aussi envoyer le message à la société que ça se fait pas, ça. C'est parce que c'est non. Puis c'est que ça se passe aussi dans l'intimité. Tu sais, la violence conjugale, c'est que, tu sais, c'est pas c'est pas quelque chose, c'est comme de visible, tu sais, comme quand c'est de violence physique. Là. Ouais. Quand c'est psychologique, c'est que ça s'est passé dans l'intimité, c'est beaucoup c'est un, tu sais, c'est caché, c'est... Puis là, c'est... aux États-Unis, il y a quelques États qui ont criminalisé le contrôle coercitif, ou la violence aussi, là, mais aussi plusieurs pays d'Europe. Et nous, au Québec, au Canada, parce que les lois, c'est fédéral, fait que c'est le Canada, on est en deuxième relecture d'un projet de loi pour criminaliser le contrôle coercitif. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important d'en parler puis de le mettre en lumière puis que les gens connaissent ce que c'est, parce que on s'en va vers ça, on a vraiment le souhait que ça s'en aille vers ça. Et quand ça a été présenté, ça a été adopté à l'unanimité, la première lecture, ça a été une deuxième relecture. Fait que il y a comme des étapes à faire là, avant de la loi, mais c'est quand même très bien accueilli. Fait que c'est quelque chose qu'on commence à parler, mais qu'on n'a pas terminé de parler ici dans notre société. Puis ça a des impacts positifs sur les victimes de pouvoir quantifier ça, parce qu'à un moment donné, des fois, c'est de pouvoir se monter un dossier qu'on n'était pas capable pour s'en sortir, ou de prouver tout ce qui se passe au final, tu sais. Oui, c'est ça. Puis il y a quand même, tu sais, j'ai vu, là, moi c'était nouveau pour moi, puis vous m'avez quand même donné l'information, puis je suis allée chercher un peu, mais il y a quand même des grilles maintenant qui existent pour sans quantifier ce contrôle-là, mais de dire, OK, voici telles actions que peut-être toi, tu ne voyais pas comme un contrôle, que finalement, tu fais, je le vis, puis je le vis fois 22 fois, tu sais. Oui, c'est ça. On a des espèces de petites grilles pour comme permettre d'identifier est-ce que je suis victime de contrôle coercitif, parce que, comme on dit, c'est tellement comme... Ça amène tellement un grand brouillard. Tu sais, moi, j'ai parlé de quelques manifestations, mais il y en a plus que ça, là. J'ai parlé des principales qu'on entend beaucoup, mais il y en a beaucoup, Il y en a vraiment beaucoup plus que ça. Puis, fait que, tu sais, ça permet aux femmes de s'identifier. Puis, tu sais, si aujourd'hui, en ce moment, il y a des femmes qui nous écoutent, tu sais, faites appel à nous. Si vous vous reconnaissez dans les exemples qu'on a nommés, dans ce qu'on a parlé, tu sais, vous n'êtes pas toute seule. Oui, non, c'est ça. Puis sans que cette personne-là soit rendue au point de devoir poser des actions, juste de peut-être venir souffler, tu sais. De venir s'asseoir, puis d'avoir un moment de repos, puis de respirer, tu sais, de se stabiliser un petit peu. Ça, puis de faire un peu descendre justement ce brouillard mental-là, tu sais, puis d'amener un peu de clarté, là, parce que, tu sais, un des impacts, c'est ça, c'est d'être pris tellement là-dedans que la femme n'arrive plus à réfléchir. Là. C'est ça. Puis, tu sais, comme on dit, les services, tu sais, dans nos organisations, tu sais, comme nous, à la maison, pas besoin de te séparer, t'as pas besoin de savoir ce que tu veux faire, on est juste, on te prend où ce que t'es, on va où tu veux, puis on est là pour toi selon ce que toi t'as le goût, là. Puis s'il y a d'autres proches qui reconnaissent des gens autour d'eux, vous autres aussi, tu sais, appelez-nous. Oui, parce que pour les proches, de voir son enfant, de voir une amie, de sa sœur pris là-dedans, c'est excessivement difficile. Parce qu'on de voir une autre personne changer. Non, puis il n'y a pas de bonne solution non plus pour sortir cette personne-là de ces agressions-là ou autres. Là, tu peux pas le faire pour elle, tu peux pas... tu peux comprendre, tu peux l'écouter, tu peux... Tu sais, c'est la croire. La première chose à faire, c'est la croire. C'est aussi ce qui fait partie de nos mandats en tant qu'organisme féministe aussi, c'est de croire la femme. Tu viens nous voir, on te croit, puis on t'écoute. On est là pour toi. Puis on peut soutenir les proches aussi, parce que c'est ça, des fois c'est tellement difficile que les proches vont juste se tasser et faire comme elle comprend rien, tu sais, puis qu'elle reste dans sa bouette. Qu'elle reste dans sa bouette. Dans sa chance. Mais c'est tellement dur, puis tu sais, mais les proches peuvent nous utiliser. Oui, absolument. Les proches peuvent nous utiliser, mais il faut pas oublier que les victimes, tu sais, c'est pas
il y a des belles périodes aussi hein, dans leur couple. Ouais. Puis il y a toujours l'espèce, parce que tu sais, c'est ça qui est difficile, c'est pourquoi elle reste là, pourquoi elle s'en va pas, puis pourquoi elle sort pas de là. D'un, il y a la peur. La peur, les femmes sont habitées par la peur d'une façon incroyable. Et ont raison d'avoir peur, hein, pour vrai. Ils ont raison d'avoir peur, fait que tout affronter ça, sont épuisés, fait que faut que tu aies l'énergie, puis que tu sentes que tu es en mesure de le faire. Mais il y a aussi toute l'espèce de combat puis de dualité cœur-tête. Ouais. Dans ma tête, le sait que ça n'a pas de bon sens ce que je vis, ma tête le sait que je devrais pas rester là. Ma tête, c'est tout, puis je comprends pas pourquoi je reste là. Ouais. Mais le cœur, lui, il l'aime encore. Tu as choisi cette personne-là pour une raison. À la base, tu es en couple avec cette personne-là parce que t'es tu dans voyais l'amour. du bien, là, tu sais, Mais c'était oui. pas... Puis quand je t'entends, c'est que je vois aussi qu'ils savent, justement, le conjoint, c'est exactement doser, tu sais. Oui. Doser pour faire, OK, non, là, je la sens, là, quand je la peur, là, mais là, il va venir donner un petit peu de graine d'amour, là. Oui, ben c'est ça le cycle aussi, tu sais, on n'oublie pas que le cycle de la violence est encore là, tu sais, avec toute la période de tension, la période d'agression, la période des justifications, parce que le doute est là et qu'on voit beaucoup de stratégies. Mais il y a la lune de miel. Puis c'est pas pour rien qu'on appelle la lune de miel, parce que la personne redevient exactement celle que la femme est tombée en amour avec. Fait que puis tu sais, les femmes, là, mettez-vous à leur place. Elles vivent de la tension, des agressions quotidiennes, des millions de règles à suivre. Et l'auteur de violence habite dans leur tête, là, carrément. Ils sont dans le brouillard, sont épuisés. Et là vient la lune de miel. Oh mon Dieu. Un petit break, là. Ça fait tellement du bien. Ça fait tellement, tellement du bien. Puis les femmes n'ont pas le goût de voir tout le reste parce qu'ils vont juste prendre une pause, une bouffée d'air, puis faire... Fait que ils vivent ça. Fait que tu sais, c'est pas facile de quitter. Ça, tu sais, je t'entends dans la lune de miel, puis il y a l'aspect aussi de, tu sais, il va s'être justifié, puis où est-ce que là, je suis donc bien chanceuse qui m'aime donc bien de même encore après avoir que c'était de ma faute, parce que là, souvent, ça va être comme si c'est la faute de la femme, tu sais, qui a pas respecté, qui a pas fait, que... Oui, il y a aussi une partie qu'elle accepte les justifications de l'auteur de violence, effectivement, mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a tout ce combat-là. Fait que, tu sais, si toi, t'es un proche à qui on parle aujourd'hui, oublie pas ça, le combat cœur-tête, puis que la personne a son chemin à faire, puis il y a juste celle qui peut choisir de faire son chemin. Puis toi, la meilleure chose que tu peux faire, c'est être là. Être là quand elle a besoin. Fait que ça se peut qu'elle ait besoin aujourd'hui, puis tu y reparles pas pendant 6 mois. Mais c'est elle, pendant ce 6 mois-là, qu'elle vit le bordel, puis l'enfer chez elle, puis tu sais pas ce qu'elle vit, ça se peut qu'elle sache qu'il y a une clé, qu'elle peut aller n'importe quand chez toi, même la nuit. Juste ça va faire toute la différence. Puis c'est ça qui va faire en sorte que peut-être que c'est toi qui va faire la différence pour elle, puis que le jour où qu'elle va quitter, ben ça va être grâce à ça. Fait que c'est des petits gestes qui fait toute cette différence-là. De rappeler puis justement, de leur faire confiance que les femmes, tu sais, ils savent, ils sont qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi. Là, ben, on a un instinct à un moment donné pour on dit là, jamais je croirais la limite. Quand on est prêt, mais c'est de prendre un contrôle sur nous aussi, tu sais, puis de dire on vit ça, est-ce que quelqu'un va m'aimer encore après? Si lui, il me traite comme ça, est-ce que c'est ça que je mérite, tu sais? Si je pars, ça va être mieux, ça va être pire, il y a ça beaucoup va, de deuil aussi, c'est pas évident. Oui, quand on parle de bâtir tout un avenir, de bâtir des familles. Quand on parle des enfants, tu sais, aussi, là. Justement. Parce que ça me vient, c'est ça, c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut vivre ça, là. C'est pas... non, c'est pas les défavorisés ou non. Tu sais, c'est ça, il y a quand même la violence conjugale, il n'y a pas de visage. Où est-ce que le monsieur est dans la vie tous les jours, il est aimé de tout le monde, puis tu sais, c'est ça. Oui. Là, tu sais, on parle homme-femme, mais ça pourrait être des couples homosexuels qui vivent aussi ça, là, tu sais. Puis, tu sais, on serait surpris de voir, on sait jamais ce qui se passe dans les maisons. Moi, c'est ça que je dis aux gens. On ne sait pas ce qui se passe dans les maisons, on n'a aucune idée. Parce que, tu sais, quand tu parles de l'auteur de violence qui est aimé, que tout le monde adore, qu'il est connu, puis c'est quelqu'un, c'est ça, il y en a de ça, puis quand personne pourrait se douter que ce qui fait vivre. Il joue bien son rôle, là, tu sais. C'est ça, puis on peut pas se douter de ça, fait qu'on sait jamais ce qui se passe dans les maisons. Jamais. Oh là là. Puis je trouve que ça met un frein aussi à une femme qui voudrait aller dénoncer ou juste sortir de là ou être c'est ça. Elle va penser que personne ne va la croire, tout le monde l'aime. C'est ça. C'est lourd quand même, hein?
Mais C'est des pour ça gros qu'on est là, sujets. tu sais, c'est parce que c'est trop présent encore. Puis en fait, c'est ça aussi, tu sais, ça l'amène à... Si quelqu'un se reconnaît là-dedans aujourd'hui, là, tu sais, dans ce qu'on parle, ou, tu sais, qui... Mais qui c'est vrai comme une petite lumière en dedans d'elle de « Oh mon Dieu, j'aurais comme besoin d'en parler avec quelqu'un. » Ou juste de se dire, mais mon Dieu, je suis pas folle. C'est ça. Parce que c'est un peu ça, je suis pas folle puis je suis pas toute seule. Là. C'est ça, c'est ça qui est important aussi, de voir là, qu'on peut s'en sortir, puis justement, on n'est pas unique seul au monde là-dedans. Là, tu sais. Voilà. Puis en fait, tu sais, c'est ça. Oui, ils peuvent aller vers les ressources, en fait. Ouais. Absolument, les ressources, on est là pour ça. Puis tu sais pas, tu te questionnes, t'as aucune idée. Appelle. On va te le dire. Une phrase, puis ça faisait du sens pour moi avec mon vécu. Ben, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que vous faites ça à la maison d'hébergement, de faire comme... Hey, je sais pas ce que je vis, mais j'ai juste besoin d'aide pour le démêler. Là. C'est parce qu'ils sont dans le brouillard. Fait que... Absolument. Puis au final, même, tu sais, moi qui n'ai pas nécessairement en violence conjugale, mais une femme vient me voir, mais je vais l'aider, mais je vais la réorienter aussi. Là, en voyant, puis si elle n'est pas prête maintenant, ben est-ce que tu reviens me revoir, puis ça sera plus tard, si tu veux qu'on fasse un appel ensemble, si tu veux qu'on discute, mais... On peut aller vous voir. C'est ça, tu sais, tu peux aller voir quelqu'un d'autre, puis on va t'aider à te placer aussi avec la bonne personne ressource. Là. C'est ça. C'est important. Émilie, toi, dans la violence sexuelle, est-ce que tu remarques ce contrôle-là dans les interventions que tu as, que c'est très présent? Ben, en fait, oui, parce que on a beaucoup... Ben, le contrôle dans les relations de couple, il y a de la violence sexuelle, il y a des agressions sexuelles qui se passent dans le contexte conjugal, ou est-ce que le contrôle coercitif va être très présent. Très présent dans le... OK. Ce que tu fais pas, comment tu t'habilles pas, puis dans l'intensité aussi de... Puis ce qui est demandé où des femmes vont arriver puis vont faire comme jamais j'aurais fait ça dans ma vie, tu sais. J'ai dépassé la limite puis je pensais pas. C'est pas moi, je me reconnais pas, je suis dans une sexualité malsaine où est-ce que je suis pas bien, mais c'est ça. C'est là où est-ce que le contrôle coercitif va amener la personne à aller contre ses valeurs. C'est ça, brûler. Puis dans un semi, ben t'es consentante. Oui, c'est ça. Elle a l'impression qu'elle a dit oui, mais elle avait pas le goût de ça, mais elle s'est sentie comme... Elle se retrouve là, parce qu'elle sait pas trop comment ça se fait qu'elle vit ça. Parce que ça peut être l'histoire d'un soir aussi, là, on s'entend, c'est pas juste dans des relations, là, on parle d'agression, fait que ça peut être quelque chose qui est vécu comme ça aussi. Là. Puis on le voit aussi jusque dans la contraception, tu sais, le contrôle coercitif tu prends une contraception ou t'en prends pas, ou t'es obligé d'avoir un enfant ou pas. Peut-être un peu moins dans notre culture québécoise, mais on le voit aussi beaucoup dans les autres cultures au niveau de la contraception, puis le choix d'avoir un enfant ou pas. Ça aussi, on voit ça. Mais on s'entend que ça pèse sur les femmes, la contraception. Oui. Même au Québec. C'est ça. D'avoir à se protéger, puis à faire des choix, puis c'est les femmes qui portent ça. Oui, absolument. Aussi. On a un beau grand chapeau quand même. Oui. C'est bien, en tout cas, même moi, ça m'aide à comprendre ce que c'est, puis sincèrement, ça va nous, je pense, ouvrir les yeux aussi à voir ce qu'on voit autour de nous, puis de porter une attention aussi. C'est comme tu dis, de comprendre, puis peut-être de porter, sans dire de porter des jugements, mais de dire, oh, cette personne-là, elle va pas bien, mais il y a quelque chose en arrière, puis peut-être juste de prendre le temps, de dire, est-ce que ça va, est-ce qu'on peut t'aider avec quelque chose? Juste ton exemple de la dame à l'épicerie, là. Sans juste dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec elle? T'as-tu vu Nadia avec sa liste? Elle n'a pas de maudit bon sens, voyons donc. Là, je m'en vais, je m'en vais chez nous, je me dis, qu'est-ce qui a passé par la tête? Mais juste de faire le temps comme, allô, est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut t'aider avec quelque chose? Au final, peut-être que cette personne-là ne voudra pas, mais peut-être qu'il va avoir une petite porte qui va faire, mais Caroline, on me donne une perche, je vais la prendre. Ça se peut, on sait pas ça va être quand son bon moment à elle. Ça se peut que c'était là à l'épicerie. Et puis c'est juste d'avoir, de recevoir, c'est ça, du cœur de quelqu'un, là, qui peut faire juste de se sentir important. De savoir qu'on existe, puis qu'on... C'est ça. Puis tu sais, nous, aujourd'hui, on en jase pour démystifier, pour en parler, pour faire comprendre, mais aussi pour dire que c'est non, ça. Contrôle coercitif, on veut pas. On veut pas de ça dans notre société. Puis on veut pas transmettre ça à nos enfants. On veut pas que ce soit ça notre société. Non, c'est ça. Puis c'est aussi une question d'éducation.
Ouais. Tu sais, on s'entend qu'il y a des choses qui sont à l'école, puis qu'il y a des choses qui ont sorti de nos cheminements scolaires, mais est-ce que ça serait une bonne chose d'apporter ces sujets-là un peu plus poussés dans nos écoles pour dire, ben, tu sais, je sais, il y en a des rencontres. Ouais. Vous allez dans les écoles là, sur les midis, des choses comme ça. Voyez-vous une différence, un impact, des gens qui font comme aïe aïe, tu sais? Mais nous, on fait l'éducation, le volet de l'éducation à la sexualité, la prévention d'agression sexuelle, puis il y a de l'impact dans l'éducation. Tu sais, où est-ce que les jeunes hommes, mais tu sais, je vais dire jeunes hommes parce qu'on s'entend que c'est 92% des agresseurs, tu sais, qui est dénoncé, mais des agressions dénoncées à la police, c'est 92%, c'est des hommes. Fait que, mais où est-ce qu'il y a moins de jeunes hommes qui se retrouvent à faire de l'éducation comme donné par la cour, mettons. Là. Ils ne se retrouvent pas dans un système de justice c'est ça. où est-ce que là, ils n'ont pas à aller faire une éducation sexuelle parce qu'ils ont commis des actes. L'éducation sexuelle est faite avant. Ça, il y a une diminution là, dans... Il faut vraiment aller en amont dans la prévention, dans la sensibilisation, puis dans l'éducation qui va faire une différence pour nos prochaines générations. C'est ça. Parce que on a eu dernièrement, là, on a eu voyons, je vais-tu dire des mots? On a eu une belle présentation dernièrement. Émilie, elle a participé aussi avec moi, puis il y avait une sexologue qui disait, ben c'est important de travailler avec les victimes, mais c'est aussi important de travailler avec l'agresseur, parce que pourquoi il a posé ces gestes-là, puis pour pas qu'il recommence non plus, tu sais, de briser ça. Ça aussi, c'est important là, d'aller l'éduquer puis d'aller La société, c'est tout le monde, hein? Oui, c'est ça. C'est tout le monde. Ouais. Fait qu'il faut en parler avec tout le monde, puis tout le monde a son mot à dire, puis tout le monde a sa place à prendre là-dedans, puis tout le monde a à se positionner que c'est inacceptable des comportements, que ce soit une femme, que ce soit un homme, tout le monde a à le faire. Donc, et voilà. Ça me fait penser, tu sais, que la violence conjugale, on part de ça se passe chez le voisin, ça me regarde pas, à c'est un problème social. C'est une problématique sociale, puis que c'est des affaires de tout le monde. Ça a beau se passer chez le voisin, ça ne me regardait pas, mais à un moment donné, il y a une limite d'acceptable aussi, puis tu n'attendras pas de la retrouver. Mais ma société, je veux qu'elle ait l'air de quoi? C'est ça. C'est important d'en parler à nos enfants, d'en parler. D'éduquer. Ouais. Fait que je pense que c'est ce qui va conclure notre discussion. Hey. Sur le contrôle coercitif. Si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses qui vous interpellent, commentez, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Vraiment. Intervenants, femmes victimes, peu importe. C'est ça. Puis là, nous, on se revoit, en fait, le 8 mars. Le 8 mars pour la Journée internationale des femmes. Où est-ce que là, on va mettre en lumière le centre de femmes. On va parler d'un autre sujet important. Sujet surprise. Oui, puis n'hésitez pas, là, si vous avez des questions aussi avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous avez des sujets vous aimeriez peut-être aussi qu'on en parle à la prochaine, au prochain podcast, mais on va les lire. Oui, absolument. Fait que ça sera peut-être pas nous, ça va peut-être être des collègues qui seront là la prochaine fois, mais c'était chouette. Oui, c'était bien le fun de genre avec vous autres, les filles. Puis merci de merci. toutes les informations que merci nous a apportées, Nadia. Cette information-là. Fait que, bonne journée, les femmes! Bonne journée! Merci! Bye! Bon 12 jours! Oui, bon 12 jours! Le Témiscamingue au féminin vous remercie d'avoir été à l'écoute. Suivez-nous sur nos pages Facebook pour connaître nos activités et surtout ne pas manquer notre prochain épisode. Vous pouvez vous rallier à la cause en devenant membre de nos organismes et en partageant et en commentant le podcast. Interpellez-nous si vous avez des questions ou souhaitez vous impliquer pour faire une différence.